Comment ne plus être résident fiscal français? Ça va être la question du jour, question qui m'a été posée par ADS Online 1168 qui me dit « Fais une vidéo comment ne plus être résident fiscal français et explique comment faire si on a des biens immobiliers, on ne sait pas faire, c'est ta prochaine question du jour. Vite Marc, explique-nous s'il te plaît. » Alors je vais expliquer, mais en préambule, je vais préciser quelques points. Des questions qui reviennent souvent, des discussions que j'ai autour de moi, parfois des incompréhensions. Donc, quelques éléments. Premier élément, on ne peut pas ne pas être résident fiscal d'un pays. Donc, à tous ceux qui disent moi je suis résident fiscal nulle part, si vous entendez ça, c'est pas possible. Dans le monde actuel, vous êtes forcément rattaché fiscalement à un pays. Deuxième élément, ce n'est pas toi qui décides arbitrairement dans quel pays tu es résident fiscal, mais c'est l'application de règles. Les lois internes des pays, on va y revenir avec les lois internes fiscales françaises, et les conventions de non-double imposition, si elles existent. Troisième élément, ce n'est pas parce que tu payes tes impôts quelque part que tu payes tes impôts au bon endroit. Donc, point important aussi. Dernier élément sur le fait de discuter avec des avocats fiscalistes. En général, ce que j'ai pu constater, c'est que les avocats fiscalistes sont soit biaisés, soit incompétents, soit les deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont très connaisseurs de la fiscalité d'un pays. Par exemple, un avocat fiscaliste français va connaître la fiscalité française, mais il va ignorer la fiscalité de votre pays de destination, par exemple la Thaïlande ou l'Indonésie. Dans cette vidéo, je prendrai l'exemple donc de quelqu'un qui se pose la question de comment ne plus être résident fiscal français et qui est par exemple en Thaïlande. Et vous pouvez décliner cette vidéo avec n'importe quel pays de destination, l'Indonésie, Dubaï, l'île Maurice, etc. Puisque ce que je vais dire ici vraiment est valable pour tous les pays. C'est une démarche en fait qui va vous permettre de déterminer comment ne plus être résident fiscal français. Voilà. Alors, c'est pas non plus très compliqué. En fait, la question est très simple. Comment ne plus être résident fiscal français? Par contre, la réponse va être un petit peu compliquée. C'est pas non plus insurmontable. C'est du français. Il n'y a pas besoin de faire appel à des grands experts. Vous pouvez vous faire votre avis vous-même. En tout cas, si vous avez des commentaires, vous mettez en dessous de la vidéo comme d'habitude. Alors, il y a 3 sources d'informations qui vont permettre de déterminer si on n'est pas résident fiscal français ou si on n'est plus résident fiscal français. Première source, c'est les lois fiscales françaises qui vont déterminer les lois internes nationales qui vont dire « Ceci est un résident fiscal français si vous validez ces critères ». Donc ça, la loi interne française. Ensuite, il va y avoir la loi interne de votre pays de destination. Alors, pourquoi je parle de pays de destination? Bon, pour ceux qui sont déjà expatriés, bon, vous allez comprendre. Voilà, vous êtes en Thaïlande, par exemple. Mais pour ceux qui sont encore en France, ils vont dire « Mais moi, je veux juste plus être résident fiscal français. » Bah oui, mais pour ne plus être résident fiscal français, il va falloir que tu ne valides pas les critères internes de la loi française pour être considéré comme résident fiscal français. Et il va falloir que tu valides des critères pour être résident fiscal d'un pays étranger, puisque comme je l'ai dit au préalable, tu ne peux pas ne pas être résident fiscal d'un pays. Donc si tu n'es plus résident fiscal français, bah, c'est que tu es forcément résident fiscal d'un autre pays. Thaïlande, Indonésie, Dubaï, Panama, ce que tu veux. C'est ce que j'appelle dans cette vidéo le pays de destination. Le pays, on pourrait l'appeler aussi le pays de fuite, le pays de liberté, le pays d'émancipation. Vous choisirez le nom que vous voudrez. Donc 3 éléments. Donc la loi interne française. Donc on va revenir, qu'est-ce que c'est qu'un résident fiscal français vis-à-vis de la loi interne française. La loi interne du pays de destination. Par exemple, la Thaïlande va dire qu'est-ce que c'est pour elle un résident fiscal thaïlandais et les conventions de non-double imposition. Donc en fait, avec ces 3 éléments, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, avec ces 3 éléments, vous allez pouvoir ne plus être résident fiscal français. Donc il faut invalider les critères français, il faut valider les critères de votre pays de destination
Pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple de la Thaïlande. Et il faut revalider tout ça avec les règles de non-double imposition pour voir si on est bien dans les clous. Et une fois que c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas besoin de se faire peur non plus. Hein. À chaque fois qu'on discute avec un avocat fiscaliste, on sent qu'on a peur. Pas besoin d'avoir peur. Alors moi, je précise que j'ai été résident fiscal dans plein de pays. J'ai été résident fiscal aux Pays-Bas, j'ai été résident fiscal au Royaume-Uni, à Singapour, en Indonésie, en Thaïlande, etc. Donc je connais un peu le sujet. Loi française, article 4B du Code général des impôts CGI. Le foyer, donc, qui est un résident fiscal français? Donc le foyer, domicile habituel de la personne ou de sa famille, c'est-à-dire le conjoint, est situé en France. Donc il faut invalider ces critères pour ne plus être résident fiscal français. Il faut invalider tous les critères si possible. Donc c'est-à-dire ne pas avoir de domicile en France, de domicile habituel, et ne pas avoir de domicile de sa famille, conjoint et enfants qui sont en France. Ça, c'est le premier critère pour l'invalider. On va voir qu'il y a plein de cas qui sont des cas de zone grise, justement, et c'est réglé par la convention de non-double imposition qui va dire, OK, dans certains cas, vous avez deux foyers d'habitation permanents, donc comment ça se passe, etc. Mais si on veut vraiment sécuriser au maximum, vous invalidez tout. C'est ce qu'on appelle, alors pourquoi? C'est ce qu'on va appeler blinder sa résidence fiscale ou sécuriser sa résidence fiscale pour ne plus jamais être considéré comme résident fiscal français. Donc, pas de foyer ou lieu de séjour principal. Vous ne mettez plus les pieds en France, mais vous ne gardez pas de biens immobiliers en France, de résidence principale, etc. Ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Ou bien, deuxième critère, ou. Les mots sont très importants, hein. Ou, et, etc. Les ordres de priorité, faire très attention. Ou bien, la personne séjourne en France plus de 183 jours par an, même de manière fractionnée. Ça veut dire, si vous séjournez plus de 183 jours par an en France, vous allez être considéré comme résident fiscal français. Donc ça veut dire ne pas séjourner 183 jours, donc il faut séjourner moins de 183 jours. Si possible, faites comme moi, vous séjournez 0. Eh ouais, il faut prendre de la marge. Hein. Parce qu'il y a des pays qui sont agressifs fiscalement, comme la France. En fait, toute l'Europe de l'Ouest, l'Australie, les États-Unis, très agressifs fiscalement, donc faire attention. Et il y a des pays qui sont moins agressifs fiscalement, mais tout de même, attention, ils ont tendance à le devenir. Même l'Indonésie, la Thaïlande, etc. Attention. Donc ça, c'est le nombre de jours. Donc là, moins de 183 jours, si possible 0. Activité professionnelle est exercée en France. Donc ça, c'est un autre ou. Sauf si elle est accessoire à une activité exercée à l'étranger. Donc là, pas d'activité exercée en France. Vous gardez pas je sais pas, vous êtes kiné, vous partez à l'autre bout du monde et vous gardez votre centre de kiné. Vous gardez des gens qui travaillent à l'intérieur. Attention, là, vous gardez une activité principale, professionnelle. Pourriez être considéré comme résident fiscal. Dernier élément, le centre des intérêts économiques, les principaux investissements ou sources de revenus commerciaux, industriels, agricoles, immobiliers, financiers se trouvent en France. Donc ça veut dire que si vous gardez des investissements en France et qu'ils sont prépondérants, que c'est vos centres des intérêts économiques, que c'est avec ça que vous vivez, il y a un risque que vous restiez résident fiscal français. D'où la question qui revient souvent, oulala, je pars à l'étranger, je vends tous mes biens. Alors oui, c'est mieux de vendre tous ces biens, ça sécurise encore plus. Maintenant, si on ne vit pas avec les biens immobiliers qu'on a en France, qui sont juste des investissements, ça pose pas de problème non plus. Mais c'est mieux de ne pas en avoir, évidemment. Maintenant, tous les résidents, quand j'étais à Singapour, tous les résidents donc fiscaux étrangers, on était tous résidents fiscaux singapouriens. On avait tous des biens immobiliers en France. Personne n'a jamais été inquiété au sens des centres des intérêts économiques. Il n'y a jamais le fisc qui nous a dit « Oh là là, les gars, vous travaillez à Singapour, mais en fait, vous avez des biens immobiliers en France. Attention, pour nous, vous êtes résident fiscal français. » En fait, c'est vraiment totalement impossible, ces histoires.
Parce que la première chose, ah oui, c'est un point que je fais une petite aparté, mais dans bien des cas, quand vous arrivez dans un pays, en fait, vous êtes guidé directement vers les services fiscaux. Quand vous arrivez à Singapour, vous êtes guidé vers les services fiscaux singapouriens pour aller vous inscrire. Donc il n'y a pas de... si vous leur dites ah ouais mais attendez, moi j'ai mes centres des intérêts économiques qui sont en France, j'ai des biens immobiliers, donc les revenus que je vais avoir à Singapour ne vont pas être taxés à Singapour, ils vont être taxés en France, ils vont rigoler. Je vais dire monsieur, on peut pas vous garder. Pareil quand j'étais aux Pays-Bas, la première chose qui se passe quand j'arrive aux Pays-Bas, freelance aux Pays-Bas, ils m'ont dit tu passes par les services fiscaux. Si tu n'as pas ton numéro fiscal, on ne peut pas te garder, tu ne peux même pas travailler dans le pays. Pareil au Royaume-Uni. Donc dans bien des cas, on n'a pas vraiment le choix. Mais dans d'autres cas, typiquement les activités de business en ligne, etc., formation en ligne, tout ça, là, c'est vrai qu'on n'est pas guidé directement vers les services fiscaux. Donc voilà. Alors maintenant, donc ça c'était la loi interne française. Donc si possible, ne validez aucun critère. Sinon, ben voilà, vous en validez quelques-uns, mais faites attention quand même. Surtout ces histoires des intérêts économiques. Après, je pense que si on a des investissements qui sont en France, mais qu'on n'y touche pas pour vivre, et qu'on a des investissements qui sont supérieurs à l'étranger, même bien supérieurs, ou des revenus bien supérieurs à l'étranger, et qu'on ne vit pas avec, à mon avis, j'ai jamais entendu de cas où il y avait des requalifications à cause de ce critère. Et on va voir pourquoi, justement dans les conventions de non-double imposition. Deuxième source d'information, la loi interne de votre pays de destination. Donc typiquement, la loi interne Thaï. La loi interne Thaï, donc c'est le Thai Tax Residency, section 41 du Code de revenus. Alors eux, c'est très simple. Toute personne qui reste en Thaïlande, je traduis de l'anglais, pour une période agrégée de plus de 180 jours par année calendaire, l'année calendaire Thaï, c'est la même que celle en français, c'est du 1er janvier au 31 décembre, sera considéré comme un résident fiscal thaïlandais. Point final. Donc là, pareil, vous restez, toute l'année, avec 365 jours en Thaïlande. La Thaïlande vous tombe dessus en disant « Monsieur, vous êtes résident fiscal Thaï ». Et vous leur dites « Ah oui, mais mon centre des intérêts économiques est en France », je pense qu'ils vont rigoler. Enfin, je pense qu'eux, ils vont rigoler, vous n'allez pas trop rigoler. Donc ça, c'est ce que dit en fait la loi Thaï. Alors, on voit justement que si on prend juste ces deux, ce que dit la loi française et ce que dit la loi Thaï, on voit qu'il peut y avoir des intersections en fait. Tiens, il est resté 183 jours, mais il a encore sa résidence en France. Il est resté 365 jours en Thaïlande, mais il a encore sa famille en France. Mais il a encore un foyer d'habitation plus ou moins permanent en France. Donc, qu'est-ce qui se passe, etc. Il peut y avoir des cas bâtards. Alors, si on veut éviter si pour vous, en fait, vous avez invalidé tous les critères de la loi française et vous avez validé les critères de la loi Thaï, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui n'a aucun investissement en France, qui reste toute l'année en Thaïlande, qui n'a plus d'habitation, rien en France, qui ne met pas les pieds là-bas, il est résident fiscal Thaï. Point final. Maintenant, pour les cas, il faut quand même revérifier avec la convention de non-double imposition. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Entre la France et la Thaïlande, puisqu'il y en a une, pour la plupart des pays avec la France, il y a une convention de non-double imposition. Alors là, c'est par ordre de priorité. Et là, je dois dire que ça simplifie beaucoup les choses. Règle numéro 1. Cette personne est considérée comme résidente de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Point final. Ça, c'est la règle numéro 1. Donc, il y a vraiment cette histoire de foyer d'habitation permanent. En gros, vous habitez dans le pays de façon permanente. Et vous êtes considéré, donc si c'est en Thaïlande, vous êtes considéré comme résident thaï. Si vous habitez de façon permanente en France, vous êtes considéré comme résident fiscal français. Donc ça, c'est la première règle. Donc elle est simple en fait. Elle est un petit peu redondante avec l'histoire des 180 jours et des 183 jours. En gros, c'est là où tu vis. Là où tu vis le plus longtemps.
Alors ensuite, c'est les cas bâtards. Alors essayez, toujours, essayez de ne pas être ou d'être le moins possible dans les cas bâtards. Donc, deuxième cas, lorsque cette personne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résidente de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, centre des intérêts vitaux. Donc là, on sent qu'on rentre progressivement dans la zone grise. Donc sans des intérêts économiques, donc où sont ses investissements, où sont ses sources de revenus qui lui permettent de vivre. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux, en fait, si on a 2 foyers d'habitation, mais il faut vraiment éviter, ça, garder un appartement en France, garder une maison, garder une villa, etc. C'est vraiment le truc, pour moi, c'est danger maximum. Donc si jamais ça arrive, après on rentre un peu dans la zone grise. Où sont mes sources de revenus, est-ce que ça vient de la France, etc. Il faut essayer de faire sortir en fait tous ces investissements, de les mettre à l'étranger. Si possible, vous pouvez les mettre en Thaïlande, vous pouvez les mettre aux États-Unis avec Interactive Broker où vous voulez. Donc il y a plein de solutions, surtout si c'est des revenus financiers, il y a plein de solutions. Si c'est des revenus immobiliers, ça peut être un petit peu plus complexe. Donc ça, c'était la deuxième règle de la convention de non-double imposition. Alors, les conventions de non-double imposition entre les pays, elles sont toutes similaires, mais toutes différentes aussi. Donc, le diable est dans le détail. Donc, il faut voir parce qu'il y a des règles, des ordres de priorité qui peuvent être différentes. Là, je vous donne celle de la Thaïlande. Mais en général, c'est à peu près comme ça. En général, ça commence toujours avec les histoires de foyers d'habitation permanents. Deuxième, donc on continue dans les règles. Si l'État contractant ou cette personne a le centre de ses intérêts économiques vitaux ne peut pas être déterminé, là pareil, vous avez des investissements dans les 2 pays, c'est pas clair, c'est moitié-moitié. Là vous jouez avec le feu. Donc vous avez un appartement en France, vous avez gardé, au cas où. Vous avez votre appartement en Thaïlande, vous avez des investissements en France, vous avez des investissements en Thaïlande. Là, vous jouez avec le feu. Vous avez une femme en France, vous avez une femme en Thaïlande. Vous avez tout dupliqué. Ah là, c'est attention, danger. Donc, elle est considérée... Alors, donc si c'est ce cas-là, elle est considérée comme résidente de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle. Donc là où elle séjourne le plus. Voilà, c'est pour éviter ces histoires, en fait, de là où elle séjourne le plus. Vaut mieux appliquer les règles plus de 183 jours dans un pays, si possible, pour être donc en Thaïlande, pour être plus de 180 jours en Thaïlande pour être résident fiscal. Moi honnêtement, la règle que j'applique depuis de nombreuses années, c'est 0 jours en France. Même là, quand je suis parti à Tenerife un petit peu, je suis passé par Berlin. Je pouvais passer par Paris, mais je suis passé par Berlin. Je ne peux pas mettre les pieds dans ce pays. Beaucoup trop dangereux. Non, un jour ça va. Donc voilà. On continue. Si cette personne possède... Alors on continue. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants, donc là vous jouez avec le feu. Donc là vous passez genre 4 mois par an en France, 4 mois par an en Thaïlande et le reste à Bali. Là ça commence à être tendu. Mais vous jouez avec le feu. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc elle séjourne de façon... Elle est considérée comme résidente de l'État dont elle possède la nationalité. Ouais. En général, en dernier recours, il y a ces histoires de nationalité. C'est vraiment dans les conventions de non-double imposition, quand ils n'arrivent plus à déterminer, parce que vous séjournez partout, vous avez des femmes dans les 2 pays, vous avez des intérêts économiques dans les 2 pays, enfin vraiment, vous avez complètement foiré votre sécurisation de votre résidence fiscale. À la fin, il dit, bon, allez, donne-moi ta carte d'identité, t'es français, tu vas payer tes impôts en France. Donc il y a déjà, en quelque sorte, à la fin, il y a déjà un impôt sur la nationalité, en fait. Enfin, c'est déjà dans les conventions de non-double imposition. On continue. Ah, attention, il y en a qui cherchent, là, il faut vraiment chercher les problèmes. Si cette personne possède la nationalité de chacun des 2 États contractants, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. Alors ça aussi, pareil, on le voit dans toutes les conventions de non-double imposition. C'est à la fin, quand c'est plus possible de déterminer, c'est des cas trop complexes.
à la fin, les services fiscaux s'entendent. Alors qu'est-ce que ça veut dire les services fiscaux s'entendent? Ça veut dire qu'ils doivent parler ensemble et déterminer d'un commun accord si vous êtes résident fiscal français ou thaï. Bon, en général, j'ai jamais entendu honnêtement ce cas. Je pense que si tu poses une question aux impôts français, tu as la réponse 2 ans plus tard. Donc à mon avis, je sais pas si, ils l'ont mis dans les textes, mais je sais pas si c'est vraiment en vigueur. Faudrait tester, hein, s'il y en a qui veulent rigoler un coup. Ils posent la question, écoutez, je suis vraiment dans cette situation un peu hybride. Je sais pas où est-ce que je suis résident fiscal français. Est-ce que vous pourriez discuter avec les impôts thaï pour déterminer quelle est ma résidence fiscale? S'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça, vous mettez en commentaire, ça m'intéresse de l'interviewer. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Donc on voit que la réponse, elle peut être super simple pour des cas très simples. Faut essayer de se mettre dans des cas simples. Faut essayer de rentrer en fait dans les cases. Par contre, pour des cas où les gens, typiquement, ils ont leur famille en France, ils ont gardé les intérêts économiques, ils ont des biens immo en France et ils vivent avec ces revenus et ils passent toute l'année dans un autre pays, en Thaïlande, etc. Ça peut être où ils ont gardé des appartements dans les deux, des foyers d'habitation permanents principaux dans des deux pays. Là, c'est vraiment, faut essayer d'éviter ces situations-là. Bon les amis, j'espère avoir répondu à la question. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!